J'ai vu mon père seul à mon propre mariage, assis près de la cuisine. Quelque chose en moi s'est brisé. Le charme de ma mariée s'est évanoui sous mes yeux. J'ai regardé le maire, envoyé un message et quelques minutes plus tard, il a pris le micro. Tous les regards se sont tournés, et ma mariée a pâli. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai balayé la salle du regard et vu mon père assis seul à mon propre mariage, repoussé contre le mur près de la cuisine. C'était comme si quelqu'un avait essayé de le faire disparaître, de l'effacer de la célébration pour laquelle il avait tout sacrifié. C'est à cet instant que quelque chose en moi a commencé à changer. Je m'appelle Daniel Wright. J'ai 31 ans. Et depuis un an, je pensais construire la vie dont j'avais toujours rêvé, en épousant Emily, la femme que je croyais être l'amour de ma vie. Mais debout dans cette salle, mon smoking m'étranglant, ma famille et mes amis applaudissant, j'ai réalisé que ce qui semblait parfait de l'extérieur avait des fissures que personne n'osait voir. Mon père, Richard Wright, n'est pas un homme riche. Il ne s'est jamais soucié des titres ou des apparences. Il est charpentier. Le genre d'homme qui peut réparer un toit cassé à main nue. Le genre d'homme que les voisins appellent quand une tempête ravage la ville parce qu'ils savent qu'il viendra. En grandissant, je l'ai vu vivre selon un code simple. Aider en silence, ne jamais demander de reconnaissance. Il se comportait avec dignité même lorsque l'argent se faisait rare et que les opportunités lui passaient sous le nez. Mais Emily et sa famille, ils voyaient mon père différemment. Pour eux, il était un homme sans statut, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur monde scintillant. Dès que nous avons annoncé nos fiançailles, les commentaires ont commencé. Daniel, peut-être que ton père devrait faire simple le jour du mariage. C'est un homme bon, mais il sera peut-être plus à l'aise loin des projecteurs. Je me disais qu'il ne voulait pas faire de mal. Je voulais croire qu'Émilie m'aimait pour qui j'étais, pas pour l'image que sa famille voulait protéger. Le jour du mariage, les murmures se sont transformés en actes. Alors que ses proches remplissaient les premiers rangs avec leurs chaussures cirées et leurs parfums coûteux, on a indiqué à mon père une chaise pliante près de la porte de la cuisine. Pas de nappe, pas de carton nominatif, juste un siège en plastique, comme s'il était un invité indésirable qui s'était glissé à l'intérieur. Je l'ai vu hésiter une seconde, ses mains se crispant sur sa vieille veste. Mais ensuite, il s'est assis sur cette chaise, le visage calme, les yeux baissés. Il n'a pas protesté. Il ne le fait jamais. C'est sa nature. Le genre d'homme qui avale sa fierté pour maintenir la paix, même quand il mérite bien mieux. Et moi, je l'ai laissé faire. C'est la partie qui me ronge. À ce moment-là, j'étais encore aveugle, toujours enveloppé dans la toile soignée des assurances d'Émilie me disant que, c'est mieux comme ça, et, nous ne voulons pas faire de scène. Je me suis dit que mon père ne s'en souciait pas, qu'il préférait peut-être même cela. Mais au fond de moi, un nœud se serrait dans ma poitrine. La musique jouait, les verres tintaient, les gens riaient, mais tout ce que j'entendais, c'était le silence autour de mon père, les chaises vides près de lui, la façon dont personne ne croisait son regard, comme si sa présence était une source d'embarras. Il était assis là comme un fantôme à une célébration où il avait tous les droits de se tenir fièrement. Et c'est là que je l'ai senti. La première fissure dans l'illusion dans laquelle je vivais. Quelque chose en moi s'est brisé, même si je ne savais pas encore quoi en faire. Pour la première fois depuis des mois, je me suis posé une question que j'avais eu trop peur d'affronter. Si c'est ainsi que ma fiancée traite l'homme qui m'a élevé, dans quel genre de mariage suis-je en train de m'engager? Avec le recul, je réalise que le jeu d'Émilie avait commencé bien avant le jour du mariage. À l'époque, je ne le voyais pas. Ou peut-être que je refusais de le voir. L'amour rend aveugle, dit-on. Et j'en étais l'exemple parfait. Je pensais épouser une femme qui m'aimait pour qui j'étais. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'elle aimait la version de moi qu'elle pouvait façonner, celle qui s'intégrait parfaitement dans le monde policé de sa famille. Cela a commencé par de petites remarques, presque ludiques. Daniel, peut-être ne devrais-tu pas porter ces vieilles bottes quand tu viens dîner. Papa aime que les gens aient l'air professionnels. Ou, penses-tu vraiment que ton père sera à l'aise lors d'un grand événement comme celui-ci? Je prenais ça à la légère, me disant qu'elle était juste nerveuse à l'idée de faire bonne impression. Mon père ne s'était jamais soucié des apparences, et peut-être que cela l'embarrassait un peu. Mais l'embarras s'est transformé en critique, et la critique en quelque chose de plus sombre. La honte. Émilie avait une façon de planter le doute comme des graines. Je sais que tu aimes ton père, mais ne penses-tu pas que parfois il te retient, disait-elle, ses mains se glissant dans les miennes, ses yeux remplis d'une douce sollicitude.
Tu pourrais faire tellement plus si tu n'étais pas toujours lié à lui. Elle n'élevait jamais la voix, ne donnait jamais l'impression d'attaquer. Au lieu de cela, elle drapait ses mots de soi, et je les portais comme des chaînes. Sa famille amplifiait le jeu. Les dîners chez ses parents sont devenus des tests silencieux auxquels j'échouais sans même m'en rendre compte. Son père posait des questions sur mon travail, le comparant toujours au fils de quelqu'un d'autre qui avait un bureau d'anglais et un salaire à 6 chiffres. Sa mère souriait poliment à mon père quand il venait nous rendre visite. Mais je remarquais la rapidité avec laquelle ses yeux se dardaient sur ses chaussures usées, ses mains calleuses. Je voulais le défendre, mais Émilie me serrait le genou sous la table, un rappel silencieux de rester tranquille. Peu à peu, j'ai cessé d'inviter mon père aux réunions. Je me disais que c'était pour maintenir la paix, pour éviter les moments inconfortables, mais au fond, je laissais Émilie réécrire le récit de qui était mon père. Elle le dépeignait comme quelqu'un de petit, de démodé, à cacher. Et moi, Dieu me pardonne, je l'ai cru. Au moment où la planification du mariage a commencé, elle avait perfectionné le scénario. Les plans de table plaçaient soudainement sa famille au premier plan, tandis que la mienne était reléguée sur le côté. Les choix concernant la musique, la nourriture, même l'officiant, étaient orientés dans sa direction. Quand j'ai posé des questions sur les coûts, elle m'a dit que ses parents s'occupaient de tout. C'était un mensonge que j'ai avalé tout rond, trop distrait pour remettre en question. Le point de rupture aurait dû être la conversation sur la cérémonie. Je me souviens avoir demandé si mon père pourrait m'accompagner à un moment donné ou au moins être reconnu. Émilie a souri doucement et a dit, « Daniel, il ne s'agit pas de ton père. Il s'agit de nous. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. » Cette phrase est devenue son arme, son bouclier. Chaque fois que je résistais, elle l'utilisait pour me faire taire. Et je la laissais faire. Je me disais qu'elle avait raison, que peut-être la tradition n'était pas importante, que peut-être mon père n'avait pas besoin de reconnaissance pour être fier de moi. Mais le jour du mariage, quand je l'ai vu assis seul près de la cuisine, les mots se sont tordus dans mon esprit, ne complique pas les choses. Ne le défends pas. N'honore pas l'homme qui a tout abandonné pour moi. Et à cet instant, ces mots ne ressemblaient plus à de l'amour. Ils ressemblaient à du contrôle. Alors que je regardais Émilie rire avec ses demoiselles d'honneur, éblouissante dans sa robe, j'ai ressenti le premier soupçon de quelque chose que je n'avais jamais osé ressentir auparavant. La suspicion. Pas seulement qu'elle ne respectait pas mon père, mais qu'elle ne me respectait pas non plus. Et puis, ça m'a frappé. Tranchant comme une lame. Si elle pouvait me convaincre d'ignorer l'homme qui m'a élevé, de quoi d'autre m'avait-elle convaincu d'ignorer? Je me suis dit que ce sentiment dans ma poitrine n'était que du stress, le genre que tout marié ressent le jour de son mariage. C'était peut-être vrai, mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. C'était le poids du silence qui pesait sur moi. Un silence que j'avais porté pendant des mois tandis que la voix d'Émilie remplissait chaque recoin de mon esprit. Autour de moi, la salle bourdonnait d'énergie. Les verres tintaient. Les rires fusaient de chaque table et les flashs des appareils photo crépitaient alors que sa famille posait comme si la nuit leur appartenait. Et peut-être que c'était le cas. L'événement tout entier semblait avoir été construit pour eux. Leur image, leur fierté, leur nom. J'étais le marié. Pourtant, d'une certaine manière, je me sentais comme un invité à une célébration qui n'était pas la mienne. Malgré tout, j'essayais de me convaincre que c'était de l'amour, que le monde policé d'Émilie était l'avenir, et que le mode de vie humble de mon père était le passé. Elle l'avait murmuré si souvent que j'avais commencé à le croire. Daniel, tu dois penser à où tu vas, pas d'où tu viens. Je hochais la tête, souriais et laissais les mots s'enfoncer en moi comme des encres. Alors, quand j'ai vu mon père assis sur cette chaise près de la cuisine, isolé et ignoré, j'ai fait ce que j'avais appris à faire. J'ai détourné le regard. Je me suis dit qu'il s'en fichait. Je me suis dit qu'il allait bien, qu'il préférait peut-être même ça. C'était plus facile que d'admettre la vérité, que je l'avais abandonné. De l'autre côté de la salle, j'observais Émilie. Son rire était sans effort, son sourire éblouissant. Elle ressemblait à tout ce dont j'avais rêvé un jour. La mariée parfaite dans un cadre parfait. Mais plus je la regardais, plus je sentais quelque chose changer. Sa beauté ne semblait plus chaleureuse. Elle semblait tranchante, comme du verre qui capte la lumière. Éblouissante, mais dangereuse au toucher. J'ai essayé de chasser cette pensée, mais mes yeux m'ont trahi.
il revenait sans cesse vers mon père. Il était assis, les épaules légèrement voûtées, ses mains posées tranquillement sur ses genoux. Il ne mangeait pas, ne buvait pas. Il existait simplement dans ce coin, comme si sa présence était un fardeau que la salle avait décidé d'ignorer. Chaque rire que j'entendais autour de moi résonnait plus fort, plus cruel. Chaque tintement de verre était comme un rappel de ce qui lui avait été enlevé, à nous. Mon père méritait de s'asseoir à la table d'honneur, d'être honoré comme l'homme qui m'avait élevé. Au lieu de ça, il avait été réduit à une ombre dans une pièce remplie de lumière. Et moi, j'étais trop aveugle pour l'arrêter. La vérité me rongeait à chaque minute qui passait. Je me souvenais des fois où mon père avait rapiécé mes jeans parce que nous ne pouvions pas nous en permettre de nouveau. Des soirs où il sautait le dîner pour que j'aie une assiette pleine. Des matins où il partait avant le lever du soleil, ses mains déjà écorchées par le travail qui l'attendait. Il m'avait tout donné, et je lui avais donné le silence. Émilie a croisé mon regard et a souri comme si de rien n'était. Elle était radieuse, intouchable, la reine de la soirée. Un instant, j'ai presque laissé son sourire me ramener dans l'illusion. Presque. Mais ensuite, mon père a légèrement relevé la tête, et nos regards se sont croisés. Ce n'était pas de la colère que j'ai vue là. Ce n'était pas de la déception. C'était quelque chose de pire. C'était de la tristesse. Et en une fraction de seconde, quelque chose en moi s'est à nouveau brisé, plus profondément cette fois. Parce que si c'était à ça que ressemblait l'amour, alors pourquoi cela ressemblait-il tant à de la trahison? Au moment où les yeux de mon père ont rencontré les miens, le bruit du mariage s'est estompé. Les verres qui tintaient, les rires, même la voix radieuse d'Émilie. Tout s'est transformé en un bourdonnement sourd. Tout ce que je pouvais voir, c'était lui. Mon père, Richard Wright, l'homme qui m'avait porté sur ses épaules quand j'étais enfant, devenu une note de bas de page à mon propre mariage. Quelque chose en moi s'est brisé. Jusqu'à ce moment, j'avais vécu dans le monde qu'Émilie avait construit pour moi, poli, scénarisé, impeccable en surface. Elle m'avait convaincu que mon père était trop simple, que je devais m'élever au-dessus de son ombre. Et je l'avais cru parce que je le voulais, parce que je pensais que l'amour signifiait faire plus confiance à sa vision qu'à mes propres instincts. Mais le voir là, seul, déshonoré, m'a arraché le bandeau des yeux. Pour la première fois, j'ai vu Émilie clairement. Elle était belle, oui, mais sa beauté ne m'aveuglait plus. Elle était froide, calculatrice, du genre qui attire les gens pour mieux les contrôler. Le sourire qu'elle affichait en se mêlant à sa famille ressemblait à une performance soigneusement répétée. Et j'ai réalisé que je n'étais qu'une autre partie de sa performance. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la stratégie. Une vague de honte m'a submergé, si lourde qu'elle m'a presque coupé le souffle. J'ai pensé aux mois qui ont précédé ce jour. Les dîners où je suis resté silencieux pendant qu'on rabaissait mon père. Les choix que j'ai abandonnés parce qu'elle me disait que c'était pour le mieux. J'ai pensé à chaque fois que j'ai vu le doute dans les yeux de mon père mais que je l'ai ignoré. Chaque fois que je me suis dit qu'il s'en fichait, je l'avais trahi. Et pire encore, je m'étais trahi moi-même. Alors qu'Émilie se tournait pour me regarder à travers la pièce, nos regards se sont croisés. Elle a souri, ce même sourire éblouissant et parfait. Et pour la première fois, cela m'a rendu malade, parce que je savais maintenant ce qu'il y avait derrière, le contrôle, la manipulation, une soif de statut qui n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec les apparences. Le poids de tout cela m'écrasait. Ce mariage n'était pas seulement une erreur. C'était un piège, et j'y étais entré tout droit, les yeux bandés et le sourire aux lèvres. Mes mains tremblaient alors que je tendais la main vers ma coupe de champagne, mais je n'ai pas pu me résoudre à boire. Les bulles pétillaient contre le bord, se moquant de moi avec leur célébration. De l'autre côté de la salle, mon père a de nouveau baissé les yeux, comme pour me protéger de la douleur que je lui avais causée. Ce petit geste, cette dignité silencieuse, m'a brisé. Je ne pouvais plus rester silencieux, pas après tout ce qu'il avait fait pour moi, pas après tout ce qu'elle m'avait pris. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une issue. Je pourrais marcher jusqu'au micro et dire la vérité. Je pourrais confronter Émilie devant tout le monde. Je pourrais démolir l'illusion que sa famille avait construite autour de nous. Mais chaque pensée semblait imprudente, désordonnée, comme frappée à l'aveugle dans le noir. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose d'indéniable, quelque chose que personne, ni Émilie, ni sa famille, ni même moi, ne pourrait transformer en un autre mensonge. Et alors que mes yeux parcouraient la pièce, cherchant une réponse,
je l'ai vu, le maire, assis à quelques tables de là, son expression calme, ignorant la tempête qui couvait en moi. Et à cet instant, je me suis souvenu. Il y a des années, quand la tempête a ravagé la moitié de la ville, mon père s'était présenté à la porte du maire. Le toit s'effondrait, la pluie s'infiltrait, et mon père l'a réparé de ses deux mains. Il n'a rien demandé en retour. Et nous voilà, mon père, humilié en silence, le maire assis parmi les invités, et moi, enfin éveillé à la vérité. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon esprit, net et clair. C'était peut-être comme ça que je pourrais leur montrer à tous qui était vraiment mon père. Ma poitrine se serrait sous le poids de la vérité. La musique du mariage continuait, joyeuse et creuse, mais à l'intérieur, j'étais en train de me défaire. Mon père avait été humilié. J'avais été aveugle. Et Émilie avait tout orchestré avec un sourire. Maintenant, j'étais réveillé. Mais à quoi bon se réveiller si je restais là, paralysé? J'ai essayé d'imaginer quoi faire. La première pensée a été de marcher droit vers le micro, de le prendre des mains du maître de cérémonie et de dire la vérité à tout le monde. De dépouiller les mensonges, de désigner mon père et de déclarer ce qu'il avait fait, qui il était vraiment. Mais l'image s'est effritée dans mon esprit. La famille d'Émilie rejetterait cela comme un mélodrame, me traiterait d'instable, transformerait mes paroles en une autre histoire sur un marié qui a perdu le contrôle. J'ai envisagé de confronter Émilie elle-même, là, au centre de la pièce, sous les lustres. Je pourrais exposer sa manipulation, la forcer à admettre ce qu'elle avait fait. Mais je savais à quel point sa langue était acérée, à quelle vitesse elle pouvait tordre les mots. Elle sourirait, nierait, prendrait ça à la légère. Et devant cette foule, je passerais pour un imbécile jaloux. Une autre pensée m'a frappé. Je pourrais saisir la main de mon père, le tirer de cette chaise près de la cuisine et le conduire moi-même au centre de la pièce, pour me tenir à ses côtés, épaule contre épaule, là où il devait être. Un instant, j'ai presque quitté ma chaise pour le faire, mais la peur m'a arrêté. Pas la peur d'Émilie, pas la peur de sa famille, mais la peur que ce ne soit pas suffisant. Qu'il le regarderait encore et ne verrait que ce qu'il voulait voir. Un homme pauvre qui n'avait pas sa place. Les idées tourbillonnaient dans ma tête comme des vagues se brisant contre des rochers. Aucune ne semblait juste. Aucune ne semblait être la justice. Et puis, comme une lueur dans le coin de mon œil, je l'ai revu. Le maire. Il était assis à quelques tables de là, détendu, ignorant la tempête qui faisait rage en moi. Mais à cet instant, sa présence a allumé une étincelle dans mon esprit. Mon père l'avait aidé, il y a des années, lorsque la tempête avait presque détruit sa maison. Mon père était celui qui avait grimpé sur ce toit, trempé par la pluie, le reclouant pour que les enfants du maire puissent dormir en sécurité cette nuit-là. Le souvenir m'a frappé de plein fouet. Le maire devait son confort à l'homme même qui était maintenant assis seul dans l'ombre de mon mariage. Mon pouls s'est accéléré. Est-ce que ça pourrait marcher? Pourrait-il être celui qui parlerait, qui révélerait ce qu'Émilie et sa famille avaient essayé d'enterrer? J'ai hésité, ma main tremblant près de mon téléphone. Et s'il refusait? Et s'il ne s'en souvenait même pas? Et si Émilie transformait cela en une autre histoire sur moi cherchant à attirer l'attention? Mais mon père a bougé sur sa chaise, ses épaules plus lourdes que je ne les avais jamais vues. Cette vision a percé tous mes doutes. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de lui donner l'honneur qu'il méritait, même si cela brisait tout le reste autour de moi. J'ai pris mon téléphone. Mon pouce a survolé l'écran, mon esprit s'emballant. Comment commence-t-on un message pareil? Monsieur le maire, s'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, mon père mérite mieux. Aucun mot ne semblait suffisant. Finalement, le cœur battant à tout rompre, j'ai tapé une seule ligne. Courte, urgente, vraie. J'ai appuyé sur « Envoyer ». De l'autre côté de la salle, le téléphone du maire s'est allumé. Il a baissé les yeux, puis a levé les siens pour croiser les miens. Et à cet instant, j'ai su que le silence de la soirée était sur le point de se briser. La salle était pleine de bruit, mais en moi, tout était devenu calme. J'avais envoyé le message, et tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Mon téléphone semblait lourd dans ma main, la lueur de l'écran s'estompant alors que le SMS disparaissait dans l'air entre nous. De l'autre côté des tables, le maire a regardé son téléphone, puis m'a regardé. Un instant, son visage était illisible. Le tintement des verres, le bavardage des invités, le rire d'Émilie,
Tout s'est brouillé alors que je me concentrais uniquement sur lui. Nos regards se sont croisés. Ce ne fut pas un long regard, mais c'était suffisant. Il savait. Je me souvenais de cette nuit, il y a des années, quand une tempête avait fendu le ciel, ravageant notre petite ville. Des arbres étaient tombés, des lignes électriques s'étaient rompues et la pluie martelait les toits jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. J'étais adolescent à l'époque, pieds nus dans la boue, regardant mon père attraper sa ceinture à outils et s'aventurer dans le chaos. Les gens ont besoin d'aide, avait-il simplement dit. Quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés chez le maire. Le toit s'effondrait, l'eau se déversait dans le salon. Mon père a grimpé sous la pluie sans hésitation. Des clous entre les dents, un marteau à la main, trempé jusqu'aux os. Il a travaillé jusqu'à ce que ses doigts saignent, colmatant les brèches pour que les enfants du maire puissent dormir au sec cette nuit-là. Il n'a jamais demandé de remerciement. Il n'a jamais demandé de paiement. Il a seulement dit, c'est ce qu'il fallait faire. Le maire n'avait jamais oublié, et maintenant, assis dans son costume sur mesure à mon mariage, il avait enfin une chance de rembourser cette dette silencieuse. Il a posé son téléphone face contre table et s'est adossé à sa chaise. Son regard est revenu vers moi, stable, ferme. Puis, presque imperceptiblement, il a fait un signe de tête. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était ça. Il avait compris. Je me suis agité sur mon siège, mon cœur battant la chamade. Émilie a remarqué mon mouvement et a penché la tête avec ce sourire interrogateur qu'elle utilisait toujours. Celui qui signifiait « reste à ta place ». Ne gâche pas tout. Pour la première fois, son sourire ne m'a pas contrôlé. Il m'a donné de la force, parce que je savais ce qui allait se passer, et elle, non. Le maire a murmuré quelque chose à sa femme, qui lui a lancé un regard surpris, puis a hoché la tête. Il a redressé sa veste, son expression calme et résolue. Lentement, il s'est levé de sa chaise. Le grincement du bois sur le sol était faible, mais il a traversé la pièce comme un coup de tonnerre à mes oreilles. Quelques têtes se sont tournées. Les conversations ont baissé d'un ton pendant une seconde, puis ont repris. Personne ne comprenait encore ce qui se préparait. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il était toujours assis près de la cuisine, les épaules voûtées, le regard baissé. Il n'avait aucune idée que le cours de la soirée était sur le point de changer. Que la justice marchait déjà vers l'avant de la salle. Le maire a ajusté ses boutons de manchette, s'est éclairci doucement la gorge et a commencé à se déplacer entre les tables. Chaque pas qu'il faisait semblait porter plus de poids que le précédent. Les invités se sont tournés pour regarder, des chuchotements s'élevant dans l'air. Pourquoi le maire était-il debout? Pourquoi se dirigeait-il vers le micro? Mon pouls martelait à mes oreilles. J'ai agrippé le bord de la table, partagé entre la peur et le soulagement. Ce n'était plus entre mes mains. La vérité était sur le point de trouver sa voie, et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Le rire d'Émilie a faibli. Elle a suivi le regard de la foule et l'a vu, le maire, marchant avec une autorité tranquille vers l'avant. Son sourire s'est figé une seconde avant qu'elle ne le force à revenir sur son visage. Mais je l'ai vu, la fissure, la première fracture dans le masque qu'elle portait si bien. Et puis, alors qu'il atteignait le podium, il a posé sa main sur le microphone. La salle s'est tue. Chaque tête s'est tournée, chaque son s'est éteint. Et dans ce silence haletant, j'ai su que le moment de vérité était arrivé. La main du maire s'est refermée sur le micro, et le léger bourdonnement du Larsen a traversé la salle. Le bavardage a cessé, la musique s'est estompée, et tous les yeux se sont tournés vers lui. On pouvait sentir l'air changer, comme si toute la salle s'était soudain souvenue qu'elle était en présence de l'autorité. Il s'est éclairci la gorge, sa voix calme mais ferme, portant le poids de chaque syllabe. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé. Je n'avais pas prévu de parler ce soir, mais parfois le silence fait plus de mal que les mots, et ce soir, le silence a assez duré. Une vague de confusion s'est répandue parmi les invités. Les parents d'Émilie ont échangé des regards nerveux. Émilie, elle, a relevé le menton, forçant un sourire, mais ses doigts se sont crispés sur son verre de vin. Les yeux du maire ont balayé la salle jusqu'à se poser sur mon père, toujours assis sur cette chaise en plastique près de la cuisine. Il a légèrement levé la main, le désignant sans honte. « Je veux parler d'un homme dans cette pièce », a-t-il dit. Un homme qui ne se tient pas sous les projecteurs, qui ne demande jamais de reconnaissance, mais dont le caractère a construit plus que nous ne le saurons jamais. Il y a de nombreuses années,
quand une tempête a ravagé notre ville, ma maison a été presque détruite. Et c'est cet homme, sa voix s'est élevée alors qu'il le désignait à nouveau, qui est venu à ma porte, trempé jusqu'aux os, et qui a grimpé sur mon toit qui s'effondrait pour sauver ma famille. Il n'a rien demandé. Il n'en a jamais reparlé, mais moi, je me souviens. La salle était absolument silencieuse. Les fourchettes étaient suspendues en l'air. Les invités tendaient le cou vers le fond de la salle où mon père était assis, figé, les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire que le maire parlait de lui. Le maire a poursuivi, sa voix s'élevant avec conviction. Ce soir, j'ai vu cet homme être assis près de la porte de la cuisine comme si sa présence était un inconvénient. Et j'ai réalisé quelque chose. Nous avons oublié ce qu'est le véritable honneur. Nous avons échangé la dignité contre les apparences, le fond contre le statut. Mais sans lui, sans ses sacrifices, même cette célébration dont vous profitez tous ce soir n'aurait pas été possible. Des murmures ont éclaté. Choc, incrédulité, les têtes se tournaient, les yeux se plissant vers le côté de la salle d'Émilie. Le visage de ma fiancée a perdu toute couleur. Elle a essayé de garder son sang-froid, mais je pouvais le voir. La panique, les fissures se propageant sur le masque qu'elle avait si parfaitement porté jusqu'à présent. Le maire n'avait pas terminé. Richard Wright n'est pas seulement le père du marié. C'est un homme qui a silencieusement soutenu cette communauté, qui a donné sans rien demander, qui a montré plus d'intégrité dans son silence que la plupart d'entre nous dans nos discours. Et c'est une honte qu'il ait été poussé dans l'ombre ce soir. Une onde de choc a traversé la salle, des voix s'élevant en accord. Certains invités hochaient la tête, d'autres applaudissaient doucement, timidement d'abord, puis plus fort. Le son a grandi, remplissant l'espace jusqu'à devenir indéniable. Les applaudissements ont tonné, résonnant contre les hauts plafonds. Mon père a baissé la tête, submergé, ses mains tremblant sur ses genoux. Il n'avait jamais demandé ce moment, jamais voulu de reconnaissance. Mais la voilà, rugissant dans la salle comme la justice qui se libérait enfin. Les lèvres de la mère d'Émilie se sont pincées, le visage de son père est devenu rouge. Émilie, elle, était assise, rigide, son verre intact, son sourire disparu. Et moi? Mon cœur battait à tout rompre alors que la vérité brisait enfin les murs de la tromperie. Pour la première fois, je voyais mon père honoré comme il aurait dû l'être. Pour la première fois, je n'étais plus aveugle. Mais je savais aussi que lorsque les applaudissements cesseraient, tous les yeux se tourneraient vers moi. Et à ce moment-là, je devrais décider de quel côté je me tenais vraiment. Les applaudissements ont déferlé dans la salle comme le tonnerre, montant et descendant jusqu'à remplir chaque recoin. Un instant, je suis resté figé, la poitrine serrée, les mains tremblantes le long de mon corps. Les mots du maire résonnaient encore à mes oreilles, non seulement comme un éloge à mon père, mais comme une accusation contre moi. J'avais été silencieux trop longtemps. Lentement, les applaudissements se sont calmés et la salle s'est tournée. Des dizaines d'yeux, des centaines, tous se sont dirigés vers moi. Le marié. Le fils de l'homme qui venait d'être sorti de l'ombre pour être mis en lumière. Les mains d'Émilie ont jailli et ont saisi mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, acérés et désespérés. Elle s'est penchée près de moi, sa voix basse et venimeuse, dissimulée sous son sourire fragile. « N'ose même pas » a-t-elle murmuré. « N'ose même pas empirer les choses. » Pendant des mois, ces mots m'auraient contrôlé. Pendant des mois, j'avais suivi sa direction, renoncé à mes instincts et fait taire ma propre voix. Mais pas ce soir. Plus maintenant. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. L'éclat dans ses yeux avait disparu, remplacé par la panique. Le charme auquel j'avais cru s'était effondré, ne révélant que la peur et le contrôle. À cet instant, la femme que je pensais aimer m'a semblé être une étrangère. Je me suis dégagé le poignet. Pas à pas, j'ai traversé la salle. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent. Les invités s'écartaient en silence à mon passage, leurs regards me suivant, leurs chuchotements étouffés. Et puis je l'ai atteint. Mon père, assis seul près de la cuisine, la tête baissée comme s'il ne pouvait pas croire que tout cela était réel. Je me suis agenouillé devant lui. Papa, je suis désolé. Pour tout ça. Pour les avoir laissés te traiter ainsi, pour m'être laissé croire à leurs mensonges. Tu méritais d'être au cœur de cette journée, parce que tu es le cœur de ce que je suis. Ses yeux se sont remplis de larmes. Un long moment, il n'a pas pu parler. Puis, lentement,
il s'est levé, ses mains, calleuses, marquées par une vie de travail, se sont posées sur mes épaules. La salle a éclaté de nouveau. Applaudissements, acclamations. Certains invités se sont levés. Le son a déferlé comme une vague, nous submergeant, noyant tout le reste. Je me suis tourné et j'ai fait face à la foule, toujours aux côtés de mon père. Émilie était pâle, les lèvres entr'ouvertes par le choc. Sa famille était assise, raide, incapable de masquer son humiliation. L'illusion qu'ils avaient mis tant d'efforts à construire s'était effondrée en une seule soirée. La voix du maire a retenti une fois de plus. Mesdames et messieurs, honorons l'homme qui n'aurait jamais dû être caché. Et ils l'ont fait. Je me fichais des fleurs, de la musique ou du programme soigneusement répété. Je me fichais qu'Émilie soit assise, figée dans le silence, son contrôle lui glissant entre les doigts. Tout ce qui comptait, c'était l'homme à mes côtés. L'homme qui m'avait tout donné et n'avait rien demandé. Cette nuit-là, j'ai fait mon choix. J'ai choisi mon père. Et en le choisissant, je me suis choisi moi-même. Le mariage, tel qu'Émilie l'avait imaginé, était terminé. Mais quelque chose de bien plus grand avait pris sa place. La vérité. Et la vérité, une fois dite, ne pourrait plus jamais être réduite au silence.